inspire, évidemment derrière, il y a la notion d'inspiration de ces personnes, de ces individus souvent qui s'engagent seuls et puis après qui emmènent d'autres personnes. Et l'envie, c'était aussi de pouvoir partager avec nos invités. C'est aussi comme ça qu'on vous a choisi tous les deux. Merci encore d'être avec nous. Vous êtes tous les deux entrepreneurs. Et c'est vrai qu'il y a ici à Lyon une communauté importante de gens qui entreprennent, qui agissent, on l'évoquait. On va revenir un peu à la fois sur votre actu et sur votre parcours. Peut-être commencer par vous, Clémentine. Je rappelais que vous avez créé il y a quelque temps The Greener Good. Après un parcours étonnant d'ingénieur dans la transition transport, comment est-ce que tout d'un coup on a l'idée ou l'envie de créer Greener Good? Et qu'est-ce que c'est que ce guide, qui n'est pas simplement un guide, d'ailleurs c'est une association qui fait beaucoup d'autres choses? Il n'y a pas eu forcément un déclic chez moi comme ça peut arriver chez d'autres personnes. En fait, depuis très jeune, j'ai été assez vite consciente que on allait un peu droit dans le mur avec nos modes de vie, voilà, cette surconsommation. J'ai pu avoir quelques déclics quand même quand j'étais plus jeune, de voir des glaciers fondre très rapidement. Il y a des choses qui m'interpellaient. Donc j'ai intégré ça assez tôt dans ma vie. Et après, c'est vrai que j'ai choisi en tout cas une voie classique parce que je savais pas trop qu'on pouvait entreprendre. En tout cas pour moi c'était pas du tout dans mon champ de possibilités. Donc j'ai choisi effectivement une voie classique entre guillemets parce que j'avais des bonnes notes, donc prépa, école d'ingénieur, et puis après je travaillais dans le domaine des transports, mais plutôt par non-choix on va dire, parce que j'ai suivi les rails qu'on m'avait tracés. Et finalement, c'est cette prise de conscience écologique s'est intensifiée chez moi et a pris le dessus. Et puis, donc c'était en 2015-2016, là je me suis rendu compte que fallait vraiment qu'on agisse, qu'il y avait une urgence écologique très forte. Je voyais aussi qu'il y avait de plus en plus d'initiatives à Lyon qui se créaient, et du coup je me suis dit j'ai envie moi de faire ma part et de montrer que c'est possible aussi de s'engager dans son quotidien, de changer un petit peu son mode de vie, voire beaucoup, sans non plus forcément sacrifier son bien-être, son confort et voilà, le plaisir au début quotidien. C'était le petit colibri qui fait sa part. Et comment est-ce qu'on a le déclic, alors, parce que c'est une structure associative, mais comment du coup, si ce n'était pas dans votre culture, peut-être contrairement à Sylvain qui nous racontera après, c'est cette envie d'entreprendre, comment est-ce qu'on se dit je vais le faire? Et c'est une question à la limite presque pour tous les deux. Après, est-ce que ça veut dire que il n'y a pas d'autres endroits pour faire et que c'est un des plus efficaces ou un des plus faciles ou un des plus naturels? Pour moi, c'était le plus facile, effectivement, parce que moi, je ne connaissais absolument rien à l'entrepreneuriat. J'avais envie, en fait, l'idée de l'association The Greener Good, à la base, c'était de créer un événement pour rassembler des personnes et montrer que, finalement, on est plusieurs à se poser des questions et qu'il y a des alternatives qui existent. Le guide est venu plus tard. Et en fait, tout simplement, je me suis dit, comment je fais pour créer un événement? J'avais envie en fait d'être assez libre dans les choix que je voulais poser pour le créer. Et en fait, le plus simple, la structure la plus simple que j'ai trouvée, c'était de créer une association plutôt qu'une entreprise, parce que en fait, je faisais ça en parallèle de mon travail. Pendant 3 ans, j'ai mené l'association en parallèle de mon travail salarié. Et j'avais envie aussi d'impulser une dynamique collective. J'avais pas envie d'être seule dans le projet. Et donc, c'était un bon moyen aussi de fédérer une équipe de personnes et puis de lancer ce projet. On va voir et on en reparlera après que ça a bien grandi depuis. Sylvain, je disais en vous présentant que pour vous, au contraire, j'allais dire, le monde de l'entrepreneuriat, vous êtes quasiment né avec, puisque je crois que votre première entreprise, vous aviez 21 ans. Est-ce que pour vous, ça a toujours été une évidence que pour agir, il fallait le faire, alors pas simplement seul, mais de prendre les initiatives soi pour imposer quelque chose là où ça n'avançait pas assez vite? Pas tant que ça, j'ai besoin de faire mes propres erreurs. J'apprends en faisant, j'aime pas les idées. Seulement l'idée, j'ai besoin d'aller la mettre en action et de voir ce qu'elle donne et de prendre potentiellement certains murs ou qu'on m'aide à l'éclairer et de passer à côté au dernier moment. Mais non, je ne suis pas du tout issu du monde de l'entrepreneuriat à la base. Je ne pensais pas créer si tôt. Des rencontres, une peur de partir en stage international, si tu veux tout savoir. Parce qu'en fin de première année, on devait tous partir en stage international. J'avais rien d'intéressant à part des jobs peut-être dans des hôtels, en réception. Et intellectuellement, ça ne me passionnait pas. Alors, et à côté de ça, j'avais un projet de bijoux pour cheveux, complètement fou, auquel personne ne croyait. Mais moins les gens y croyaient, plus j'avais envie de le faire.
parce que je voulais tester, montrer que ça pouvait quand même marcher. Bon, ils n'avaient peut-être pas tort, parce qu'au bout de 6 ans, j'ai fini au tribunal avec des procès et des dettes, mais j'ai énormément appris. Et derrière, quand j'ai été chercher du travail, parce que vis-à-vis de mes copains qui se foutaient un peu de moi, de mes parents qui me disaient « mais quand est-ce que tu bosses pour de vrai ?» Je leur explique que ça faisait 6 ans que je bossais pour de vrai. Certes, je n'étais pas payé, mais je bossais pour de vrai. J'ai eu besoin d'aller chercher du travail pour reprendre confiance en moi aussi, mais j'ai pas eu le courage de signer les contrats qu'on m'a proposés. Alors la bonne chose, c'est qu'on m'a proposé des jobs, même en m'étant bien planté. Donc si vous vous plantez, c'est horrible, chiant, long, difficile, mais il y a des gens qui seront là pour vous tendre la main pour vous relancer, en salariat ou autrement. Et qu'en fait, en regardant les contrats qu'on me proposait, j'avais beaucoup appris sur moi en créant une entreprise, de ce qui me plaisait ou pas. Et j'ai une philosophie qui se résume en 3 F, fun, fric, foi. Est-ce que je m'éclate le matin en allant au boulot? Est-ce que j'apprends des choses? Est-ce que je gagne suffisamment ma vie pour vivre correctement? En tout cas, chacun son niveau, mais il n'était pas très haut. Et foi, est-ce que je crois en ce que je fais? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça me permet moi aussi de grandir? Et en fait, dans les jobs qu'on me proposait, il y avait au mieux 2 des 3 F. Et je me dis, pourquoi pas créer ma boîte pour essayer d'allier ces 3 F et d'être le plus heureux possible. Très éclectique, parce qu'il y avait des bijoux pour cheveux, un logiciel, une structure de formation et d'accompagnement. Aujourd'hui, le bahut. Comment est-ce que les idées vous viennent et qu'est-ce qui vous motive? Est-ce que c'est parfois le hasard, la rencontre, un problème à résoudre, ou c'est parfois vraiment, sans le savoir au départ, que tout d'un coup vous dites, tiens, là, il y a un truc à faire? Alors parfois, il y a la colère. À l'école, on m'a dit, j'ai pas gagné le concours et on m'a dit ça marchera jamais, donc j'ai voulu montrer que ça pouvait marcher. Peut-être un peu bête, mais qu'après la pédagogie, j'écrivais des livres et j'essayais de faire des livres qui te donnaient envie d'apprendre. Et on a fait une bande dessinée sur la création d'entreprise ou la création de projet qu'on a distribué à 500 000 exemplaires en version imprimée, en Belgique, en Corse, on a traduit en Corse, en Guyane, dans l'Essonne. Enfin, il y a eu des classes d'âge d'enfants qui ont reçu cette BD entre les mains pour comprendre comment monter un projet. Et c'est ça qui m'a donné envie de me dire on peut faire plein d'autres choses dans ce type-là, sans trop savoir où j'allais. Le logiciel, parce que c'est quelque chose que j'ai créé pour moi, et l'école, parce que c'était très bien expliqué tout à l'heure par toi. En fait, en fonction de ces notes, on est envoyé dans des directions, et on ne sait pas toujours pourquoi. Sauf qu'à 25 ou 30 ans, on se rend compte que finalement, c'est pas du tout pour nous, que c'est pas du tout ce qu'on rêve de faire. Et pour autant, on n'est pas prêt à partir 5 ans à la fac ou 2 ans en BTS pour apprendre un nouveau métier. Et qu'aujourd'hui, il y a des méthodes et il y a des écoles qui proposent des formations courtes en 3 mois ou en 12 mois qui permettent de se lancer dans un nouveau métier. Et j'ai découvert ça par la Rocket School qui forme des business developers, des growth hackers et des customer success. Et je me suis dit, moi, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qu'on a, nous? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et en fait, c'était cette société Sido qui fait du conseil en pédagogie, qui a un vrai savoir-faire sur le marché, où il n'existe pas vraiment de formation en face. Et on s'est dit, on va créer des petits Sido. On va leur transmettre tout notre savoir-faire et on va leur trouver un job. Et ça, c'est dans notre principe de base, c'est qu'on ne forme pas pour former, on forme à un vrai métier et on s'assure qu'ils puissent le faire au moins 1 an ou 2 pour qu'après ils puissent dire ça m'éclate et je continue ou je rechange. On va reparler de l'actu d'ailleurs du bahut parce qu'il y en a une qui arrive. Je me retourne de nouveau vers Clémentine puisque là, on vous a laissé au début, etc. Et donc ça a bien grandi. Comment est-ce qu'on avance du coup de cette forme associative à quelque chose qui est beaucoup plus large aujourd'hui, parce qu'il y a à la fois un festival, à la fois des actions d'accompagnement de formation, à la fois... comment on fabrique tout ça? Et finalement, je suppose qu'il n'y a pas de regret, mais que du plaisir. Et j'allais dire aussi, comment est-ce qu'on a l'impression peut-être de contribuer? Comment est-ce que vous, tous les deux, en faisant ce que vous faites, vous avez l'impression de contribuer? Ici, l'idée, c'est de réunir la communauté de ceux qui agissent et qui font et qui sont inspirants. Est-ce que vous avez le sentiment de contribuer et quelque part d'être un peu inspirant aussi? Question pas évidente. Je vais répondre à la première partie sur comment on contribue. Nous, on contribue à montrer que c'est possible de repenser son mode de vie pour être plus en accord aussi avec ses valeurs, avec les enjeux écologiques auxquels on est confronté aujourd'hui. Et on contribue à mettre en lumière aussi tout ce qui se fait sur le territoire lyonnais en termes d'alternatives éco-responsables qu'on peut intégrer dans son quotidien. C'est important d'ailleurs de partir du local, parce que c'est aussi quand même beaucoup là que ça se passe finalement.
Ouais, en fait, nous, quand on a eu l'idée de créer notre guide, donc j'en profite pour le montrer. Donc le guide pour consommer responsable à Lyon et ses environs, on a eu l'idée en 2019 et même avant en fait, en 2018, et on s'est dit on va recenser voilà, les restaurants, les magasins qui sont engagés dans cette démarche et qui veulent proposer des produits ou des services qui sont plus durables et plus éco-responsables. Au début, on s'est dit oui, on va faire un petit guide, il fera 150 pages, et en fait, plus on creusait et plus on découvrait des tas d'initiatives super chouettes aussi dans les domaines du numérique, de l'énergie, de la finance. Voilà, on a balayé un certain nombre de domaines et finalement on a recensé quasiment 500 structures éco-responsables et notre guide a fait 228 pages, donc beaucoup plus que ce qu'on pensait initialement, et il est sorti en 2020 et depuis 2020 on fait une veille permanente aussi pour être au fait de toutes les structures qui se créent, et il y en a énormément qui se développent depuis. Alors justement, est-ce que le fait d'avoir découvert qu'il y avait autant d'initiatives, c'est pas quelque chose qui vous aide à être, j'allais dire, positif et à se dire qu'il y a quand même peut-être des solutions possibles? Oui, effectivement. Alors pour tout vous dire, je ne fais pas l'autruche parce que une de mes activités, c'est de faire de la formation autour des enjeux écologiques. Donc voilà, creuser les rapports du GIEC, etc. Je le fais et c'est pas forcément une partie de plaisir parce qu'effectivement on est face à des constats qui font froid dans le dos, mais effectivement du coup vraiment regarder ce qu'on peut faire à un niveau local pour développer aussi une société plus conviviale, avec plus d'entraide, qui soit plus résiliente aussi, c'est-à-dire qui puisse aussi absorber potentiellement des chocs liés au changement climatique ou autre. Voilà, ça redonne vraiment de l'espoir parce qu'on voit qu'il y a une énergie folle, il y a plein d'initiatives qui se créent, donc effectivement ça donne de l'espoir. Ouais. La prochaine actu, c'est quoi? C'est la prochaine édition du festival? Il y a déjà une date? Alors oui, cette année, on a le Greener Festival, la 7e édition qui revient les 1er et 2 octobre prochains. Ce sera au château de Montchat dans le 3e arrondissement de Lyon. Donc on aura 80 exposants, 70 conférences, ateliers et beaucoup d'animations. Et notre autre actualité, donc je le dis un petit peu en avant-première, c'est qu'on va aussi sortir la 2e édition de notre guide. Voilà, on bosse dessus en ce moment et elle devrait sortir en juin. Eh ben, on sera là pour les 2 événements, en tout cas sur le festival certainement. Avec plaisir. Sylvain, du coup, on évoquait votre actualité parce que le Bahut, je crois que c'est la 4e rentrée. C'est tout début avril, donc on est vraiment en plein dedans. Comment ça se présente et est-ce que vous avez toujours, parce que je sais que vous fonctionnez beaucoup à l'énergie, à l'envie, l'énergie de la rencontre, d'être utile justement avec ces jeunes et moins jeunes d'ailleurs que vous formez et que vous accompagnez? Oui, parce que le métier évolue, parce que les salaires augmentent. On se rend compte là, après 3 promos que du coup nos anciens sont vus comme des experts sur le marché. Et ça pour nous c'est ultra valorisant. Ils sont tous en poste, ils commencent tous à avoir des salaires sympas. À titre de stats, c'est une vraie stat, c'est pas des chiffres gonflés comme font certaines écoles. Ils sont en moyenne à 33 000 € bruts après un an après être sortis de l'école, et dans ce métier-là. Alors ce n'est pas encore des salaires fous, mais ça commence à être correct. Et je suis super content parce que c'est des gens géniaux, passionnants, qui ont juste eu des soucis pro ou perso dans les 3 dernières années, qui ont perdu un peu confiance en eux, et qui ont des qualités incroyables, et en plus qui ont pour rêve le même que nous, qui est de transformer le monde de la formation pour faire des formations passionnantes et réellement impactantes. Donc ça c'est génial, et en plus moi l'idée derrière le Bahut aussi c'était de montrer à d'autres que c'était possible de créer des écoles nouvelles, différentes, qui proposent des accompagnements très humains parce que du coup la règle c'est que ça doit être gratuit pour l'apprenant et il doit y avoir un job au bout. Et qu'aujourd'hui on est contacté par des structures, des entrepreneurs, des entreprises qui veulent qu'on les accompagne à créer des écoles sur leur sujet à eux. Donc là on a aidé à créer une école de no-code en Seine-Saint-Denis pour des jeunes en réinsertion. On va aider à créer une école à La Ciotat pour des responsables qualité dans les dispositifs médicaux. Et on a une demande là en ce moment dans le BTP pour les femmes. Enfin, il y a des sujets passionnants de partout et j'ai hâte d'en voir plein, des mini-Bahuts ou sur plein d'autres sujets. Parce qu'il faut donner la possibilité aux gens de se reconvertir sur des sujets qui les éclatent. Bon, c'est ça aussi qu'on a pu partager tous les deux, c'est que quand on disait de l'énergie, de la passion, de l'envie, c'est aussi quelque chose qui est inspirant. Donc merci d'avoir participé à ce moment d'échange et puis on va continuer avec une nouvelle rubrique dans quelques instants. On va aller vers le durable puisqu'on en parlait.